les gars qui arrivent, qui te disent, il y a des loups. Mais là, en ce moment, il arrive des Normands, des Bretons, c'est vrai qu'il y a des loups ici. Ah oui, on a une attaque en face là-bas. Ah mais l'hiver, il y a des traces là, dans la neige et tout. Ils se regardent. Tu sais, style, on arrive dans les Alpes-Maritimes, le premier berger qu'on voit, on lui pose la question, il y a des loups. Ils doivent être dans J'ai l'impression qu'ils doivent croire qu'on exagère le problème. Je sais pas comment te dire. Il y a des gens, à leur réaction, tu vois qu'ils ne sont pas persuadés de ta sincérité. Que tu veux les convaincre anti-loup. Moi, je veux convaincre personne anti-loup. Moi, je veux que les gens ils se fassent leur opinion d'eux-mêmes. Voilà. Même tu sais, quand on en parlait dans le département aux autres éleveurs, ils ne le croyaient pas. Hein. Alors comment tu veux expliquer à un type qui vient de la ville que tu te dis un berger de notre vallée, il n'arrive pas à comprendre comment ça se fait qu'on n'arrive pas à se protéger du loup avec un fusil ou n'importe quoi. Bon, bon. Maintenant il le voit. Hein. Il faut que les gens comprennent, mais du coup, il faut qu'ils sachent. Et je pense que sur la question des loups, des attaques, souvent on a l'angle soit des anti-loups primaires, soit des fondamentalistes, environnementalistes fondamentaux, quoi. Et du coup, au milieu, il n'y a pas grand monde. Il y a une dynamique d'augmentation de la population de loups de 20% par an. Vous savez, c'est vite fait, hein. 20% d'augmentation par an, on a 8% de prélèvement. Donc, quoi qu'il en soit, la population de loups augmente. C'est ça. Le constat, c'est ça. Il va falloir qu'un jour, il y ait quelqu'un qui admette que vraiment il y a un problème. Que vraiment il y a un problème. Parce que c'est pas, non, on veut tuer tous les loups, on veut plus se faire bouffer de brebis. C'est pas pareil. Et c'est pas à l'éleveur à se mettre dans des états pas possibles pour arriver à défendre son troupeau. Je veux dire, c'est pas ça, quoi. Je veux dire, parce que c'est l'épuisement physique et moral. Quand vous dormez plus la nuit, que vous vous faites attaquer, vous partez à 2 h du matin parce que vous avez entendu les bêtes bouger, il faut vite se lever, aller voir ce qui se passe. Je veux dire, mais qui est capable de vivre ça, quoi? Mais qui se rendent bien compte que le pastoralisme est en danger et le loup se développe. Le loup il n'est pas en danger. Et il va pas tarder à arriver en Bretagne. Et du coup, on se dit, mais comment on fait avec plusieurs lots dans la montagne, dans des zones de forêt, de broussailles où on voit rien Voilà, la solution nous semble pas à portée de main, quoi. Enfin, on a essayé d'imaginer plein de choses, mais on n'arrive pas trop à voir ce qui est possible à faire. Du coup, après, avec les mois, le temps passe et voilà, et on se dit, bon, bah, on verra la prochaine attaque un peu, quoi. C'est compliqué, c'est très compliqué. Alors ici, vous êtes au cœur du massif de Sainte-Victoire, sur la commune de Vauvenargues. Donc moi, j'ai été installé ici en 1994 par le Conseil général des Bouches-du-Rhône. Alors le but était d'entretenir les forêts contre les incendies de forêt. Voilà. Donc, après, c'était une démarche très intéressante jusqu'à ces dernières années où est arrivée la présence des loups et où tout a été chamboulé. La première attaque est arrivée en 2012, voilà, et depuis ça ne s'est plus arrêté. Ben, ça fait 15 ans qu'on est confronté au loup, d'abord dans les Alpes en transhumance, puis depuis 5-6 ans dans le Vaucluse. Et ça remonte à 94, 93, 94. On avait, en 87, on avait eu des attaques.
On avait des bêtes tuées, on ne savait pas ce que c'était. On a tous mis le compte, enfin, par là dans le secteur, sur le lynx. Et bon, après, on nous a prouvé que le lynx, c'était pas comme ça et tout. Bon, de suite, après, c'est parti sur des chiens errants. Au bout de 8 mois, il a été abattu, c'était un loup. Et on a à peu près appris en même temps que c'était des loups et qu'ils étaient protégés. Et que donc, il n'y aura pas de solution rapide au problème, quoi. On a passé un été, un automne. Ben, j'ai dit, bon, arrête. On a déménagé à cause de ça il y a 20 ans, ouais. Et en fait, là, on est dans un endroit qui est entre deux villages, qui est au-dessus d'une route, dans les Alpes-Maritimes, à la Bolaine-Vésubie. Et on est arrivé un matin, il y avait les deux béliers, deux adultes tués et partiellement mangés. Beaucoup de gens nous ont dit, mais vous auriez pu penser que ça allait arriver un jour. Eh ben non, on pensait être à l'abri des loups. Ça, ce sont les pertes directes. Ce qu'il faut surtout voir, ce sont les pertes indirectes. Les bêtes qui avortent, qui sont stressées, qui ne viennent pas en chaleur ou ça leur coupe les chaleurs. Voilà, des retards de croissance sur les agneaux parce que brebis stressées, problème de lactation par la suite. Voilà, il y a tout ça il y a toujours les pertes directes et les pertes indirectes qui sont souvent beaucoup plus importantes. La première réaction, c'est que c'est vraiment un choc, hein, quand même. Une première attaque, on est confronté à un truc un peu rude, quoi. Du carnage. C'est violent, quoi. Donc là, on se dit qu'on va plus faire le même métier, quoi. C'était invivable en fait, plus de vie de famille, des stress permanents, des brebis qui étaient égorgées par vingtaine, trentaine. Il y a eu des mois que j'ai passé à dormir à côté des bêtes. Et puis même au mois de janvier, février. Moi, il y a eu des fois que le matin, je me levais, les couvertures, elles étaient blanches de gelée, elles restaient droites. Hein. Alors le froid et tout, le froid il te pénétrait dans les cervelles, alors tu devenais dingue. Ben, en fait, la nuit, même quand ça bouge pas, on passe notre temps, on dort plus, on dort mais on entend tout ce qui se passe. C'est la nuit, des fois t'as une sonnaille qui bouge, des fois c'est juste parce qu'elle a changé de place dans le parc ou parce qu'elle cherche son agneau ou ce genre de choses. De suite, putain tu flippes quoi. Tu te lèves, tu balayes avec la lampe, tu regardes, t'écoutes. Des fois tu vas te coucher, tu vas te recoucher, puis le chien raboie, et puis tu te dis bon qu'est-ce que je fais, je me lève pas. Puis finalement, en fait ce que t'as peur, c'est de t'endormir vraiment et de pas entendre que là c'est grave quoi. C'est vraiment la peur de s'endormir pour de vrai et de dire putain quand tu te réveilles c'est trop tard. Ça va vite quoi. Depuis qu'il y a les loups, c'est matin, midi, le soir c'est le loup, la nuit c'est le loup, il n'y a plus que ça qui t'habite. T'as plus que ça. On peut pas me parler d'autre chose. Moi, si j'ai 5 ou 6 attaques de fil, ben, c'est le loup qui prend la place. Hein. Je pense même plus aux gamins. Hein. L'année dernière, il y a la première cabane où on a, en fait, on a un semblant de bergerie, on a un parc avec le couloir, c'est là où on trie les bêtes, où on manipule. Et le couloir, bon, c'est des clés, ça fait vraiment un petit couloir de rien du tout, les brebis passent une par une. Et le parc est au-dessus. Et en fait, les loups sont rentrés dans les parcs, et les brebis, elles se sont scotchées là contre le couloir. Encore heureusement que moi je dormais pas, j'ai vite réveillé Joël, on est vite allé là-bas. On avait déjà les brebis empilées dans le couloir, enfin on s'est vu à 2 minutes près, c'était l'étouffement général quoi. Là c'était des mortes quoi. Et bon, on a eu la chance qu'on n'a rien eu parce qu'on dormait pas. Mais tu te dis, tu vois là, si tu dormais vraiment, eh ben voilà, c'était le carnage.
On a mis en place progressivement voilà, le gardiennage renforcé, des clôtures en alpage là où on n'en faisait pas forcément. La mise en place des chiens de protection qui est un truc très très lourd quoi, hein, puisque c'est un chien qui est fait pour défendre l'environnement du troupeau, donc écarter tout ce qui est intrus, que ce soit les gens comme les loups. Vous êtes en alpage, vous avez un sentier de randonnée qui passe, ces braves gens viennent profiter de la nature, ils se font agresser par des chiens parce qu'ils ne savent pas. C'est pas sympa pour personne. Mais qui reste sûrement la protection qui marche le mieux, relativement. C'est-à-dire que c'est un truc vivant, qui s'adapte à un truc vivant, quoi. De rien, ça va déranger quoi. Le patou, quoi. Voilà, donc on verra. Hein. Nous, il faut qu'on s'adapte. La population, il va falloir qu'ils s'adaptent aussi. Là j'en ai 4, je pense que si j'avais tout gardé, j'en aurais 20. Ça les gens ne le savent pas ça. Pour pas les gonfler. Alors j'ai pas le droit de tuer le loup, mais j'ai tué des patous. Hein. Pour pas emmerder les touristes. Non mais c'est la vérité ça. Ça c'est la vérité. Et puis celui qui te le dit pas, ou que c'est un inconscient, ou que c'est un menteur, ou alors il a honte de te le dire. Ben ouais, moi j'ai des patous qui ont mordu des gens, je les ai flingués. Voilà. Enfin, on se dit, je pense à raison, que ça limite les dégâts, mais ils n'arrivent pas à... Le loup est trop malin pour un chien. Ils n'arrivent pas à empêcher complètement. Enfin, il y a des cas, c'est variable, hein, mais un loup tout seul, il va... S'il y a 4 patous en face, il va peut-être pas pouvoir attaquer, mais dès qu'ils sont 2 ou 3, les patous, ils n'arrivent pas à défendre totalement le troupeau, quoi. Ils ont des techniques, hein, ils font diversion, quoi. S'ils sont 2, il y en a un qui va faire courir les chiens, les éloigner du troupeau, pendant ce temps-là, l'autre il va attaquer. C'est un animal très malin. On rencontre beaucoup de bergers quand même, enfin, dans le milieu, on se connaît. Et autant de témoignages, autant de choses différentes, quoi. On a l'impression qu'il n'y a rien qui peut être vraiment une solution, parce qu'à chaque fois, on rencontre quelqu'un qui dit bah oui mais moi j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça et quand même j'ai eu tel type d'attaque ou enfin c'est vraiment très très diversifié quoi. On travaille avec du vivant donc il y a aucune vérité. Quand on est paysan on sait très bien ça, qu'il n'y a aucune vérité. Il n'y a aucun concept qui est applicable partout tout le temps. C'est que tout change. Le climat change, un animal, on ne peut pas savoir. Il y a tout qui... Il y a trop de facteurs quoi. Et je pense que les gens ne savent pas, c'est de la méconnaissance. Et les fausses vérités, elles viennent de méconnaissance. Et parce qu'ils ont vu que dans un cas, tout se passait bien, parce qu'il n'y avait pas d'attaque, parce qu'il y avait des patous, ils ont l'impression que ça va être applicable sur tous les territoires. On nous a dit, vous verrez, avec les chaînes de protection, vous serez tranquille. Effectivement, les premières années, on a été tranquille, jusqu'à ce que tous les éleveurs soient équipés de chaînes de protection. Une fois que tout le monde a été équipé, hop, les loups se sont adaptés. Ils ont continué à tuer, pareil que s'il n'y avait pas de chiens. Après, on nous a dit, il faut mettre les brebis au parc le soir. Très bien, nous allons mettre les brebis au parc le soir. Bon, là-dessus, les loups se sont mis à attaquer la journée. Voilà, ils ne peuvent plus attaquer la nuit, on attaque la journée. Après, on nous a dit qu'il faut plus de présence avec les bêtes. Il y a plus de présence avec les bêtes. On nous finance l'embauche de personnes pour surveiller les bêtes. 2 personnes, 3 chiens de protection en permanence et vous vous faites attaquer quand même. Voilà. Si on fait ce qu'on nous demande actuellement, c'est-à-dire de les ramener dans un parc, on va les ramener dans un parc près de la cabane pour qu'elles soient près de nous. Et les cabanes ne sont jamais en haut de la montagne. Donc on va les faire descendre de force. Parce qu'une brebis, ça mange mieux en montant qu'en descendant. Ça, c'est un truc qu'il faut savoir. Tous les bergers le savent. Et c'est pas évident comme ça, mais on le comprend vite.
Et ça aide beaucoup quand on a compris ça à diriger les troupeaux sur les montagnes. Donc les parquer le soir, c'est un peu aller contre leur rythme naturel, entre guillemets, quoi. Parce que ça mange mieux le soir, une brebis, et ça n'aime pas être contrarié quand ça a envie de manger. Le soir, c'est en plein cagnard, l'alpage. J'ai dit, ben moi, les brebis, elles commencent à manger le soir à 19h30, 19h45. Et à 21h, il faudrait que je les ferme. À 21h30, il faudrait que je les ferme, que je les parque. Elles mangent toute la nuit, moi, les brebis. De toute façon, l'impact de les fermer la nuit et de moins les lâcher, puis on est toujours en train de les faire chier, les brebis, quoi. On est toujours en train de les serrer alors qu'il faudrait qu'elles soient éparpillées dans la montagne pour pouvoir manger chacune ce qu'elles ont besoin. On est tout le temps en train d'emmerder les brebis, nous. Nous, on est tout le temps en train d'emmerder les brebis. Tu les vois rentrer dans un bosquet, tu vas les tourner. Tu les vois aller dans un vallon où tu n'as plus trop de visibilité, tu vas les tourner. Tu as 3-4 attaques consécutives, tu les prends, tu les parques. Attends. Et là, le fait que tu les fermes la nuit, ça leur fait perdre des heures de pâturage. Donc les agneaux, c'est clair qu'on a moins de lait, les agneaux sont moins beaux. Ah non, carrément, je pense qu'on a perdu bien 5 kilos par agneau, quoi, au moment de la vente. Il y a des endroits, moi là maintenant, il y a un endroit où j'ai un point d'eau, que c'est l'endroit où les brebis elles buvraient le mieux. Je te promets, j'y vais pas. J'y vais pas, c'est tellement embroussaillé là-bas. J'ai peur. Comment tu fais à tout voir quand les brebis montent dans le vallon, c'est plein de noisetiers. Comment tu fais à tout voir ce qui se passe? Et tu continues à faire d'ondes. Alors toi, tu veux faire profiter tes bêtes en les faisant boire. Et en fait, tu gagnes. Là, tu gagnes en qualité, mais tu perds en quantité pour du bon. Attends, faut arrêter. Faut arrêter. Le constat qu'on fait, c'est que les moyens de protection actuels, ils ont montré leurs limites, hein. C'est-à-dire qu'ils limitent le nombre de victimes, c'est-à-dire qu'à chaque attaque, il y a moins de bêtes tuées, mais par contre, ils ne limitent pas vraiment le nombre d'attaques. J'ai l'impression qu'on arrive à... On a fait un peu le tour de ce qui est possible de mettre en place, et le loup, il a fait le tour aussi, c'est-à-dire qu'il s'est adapté à chaque fois. Les idées reçues, c'est ailleurs ça se passe bien, en Italie, en Espagne. Moi, il se trouve qu'à un moment, j'ai pas mal fréquenté les milieux naturalistes, au travers de suivis d'oiseaux et de choses comme ça. Et puis, effectivement, le loup, c'est un animal qui était assez intéressant. Donc, je suis allé dans les Abruzzes voir. Et là-bas, il y a une présentation un peu officielle qui montre une espèce de cohabitation idéale. Mais en fait, en discutant un peu avec des bergers et en se confrontant un peu à la réalité des gens qui travaillent sur place, l'image est vite troublée, un peu floutée, quoi, hein. Il y a ce qu'on voit en évidence comme ça, et puis après, derrière, il y a maintenant des troupeaux qui sont prédatés, et ils font appel notamment à des bergers, à une main-d'œuvre qui vient des pays de l'Est, qui est sous-payée, qui travaille dans des conditions détestables, qu'on ne peut pas souhaiter pour ici, quoi. Et puis il y a beaucoup de braconnage, donc ça, il y a toujours eu beaucoup de braconnage, l'État italien a fermé les yeux énormément là-dessus. Donc en fait, cette situation idyllique en Italie, elle n'est pas tant que ça. Il y a toujours eu une confrontation, et en tout cas, il y a toujours eu une régulation forte, quoi, hein, des populations de loups. Même dans les zones un peu protégées, ça braconnait tout le temps, quoi. Et on n'est pas les seuls à le dire. Les camarades de la Via Campesina d'Italie, d'Espagne, de Roumanie, ils n'en peuvent plus. Ils ne savent plus comment faire. On est tous acculés, mais pas entendus et pas compris, quoi. En Espagne, le statut il est un peu différencié selon les endroits. Il y a une partie de l'Espagne où l'espèce est chassable. Donc là, ça se passe un peu mieux parce qu'effectivement, il y a pas mal de loups prélevés. Il y a un peu plus de prélèvements, de régulation. Mais globalement, la situation, quand on voit du côté des éleveurs,
la souffrance, elle est toujours la même quand il y a des attaques et sur la pression que ça met aux gens, quoi. Donc ça, c'est une des premières idées reçues. Les autres idées reçues, c'est la taille des troupeaux. Souvent, on nous dit 1000 brebis, c'est 1000 vaches. Ben non, 1000 brebis, c'est pas 1000 vaches. 1000 brebis sur un alpage, 1000 brebis, enfin 1000 ovins, parce que souvent, il n'y a pas 1000 brebis, il y a des brebis et des agneaux. Donc déjà, c'est un troupeau de 350 brebis. S'il y a toute la descendance de ce troupeau, on va dire qu'il y aura à peu près 300 agneaux. Donc on est déjà sur un troupeau qui fait 650 bêtes. Il y a 2 éleveurs qui se regroupent ensemble pour pouvoir salarier un berger, parce qu'économiquement, c'est la taille à peu près minimum qu'il faut. Et puis après, un troupeau de 1000 bêtes, on peut gérer parfaitement un alpage avec une gestion fine, avec un troupeau de 1000 bêtes. Donc comparer 1000 vaches avec 1000 brebis, c'est une connerie, quoi. C'est vraiment clairement une connerie. Et tout ce qu'on lit, tout ce qu'on entend de faux qui circule sur la possible cohabitation entre loup et pastoralisme, sur le fait que les attaques elles ont lieu sur les gros troupeaux, alors que nous on a moins de 150 brebis, ce qui est un tout petit troupeau en viande, que de toute façon on est des mauvais éleveurs, des mauvais bergers si on a des attaques. L'autre jour, j'ai vu une vidéo, là, un cinglé, ouais, le berger, il veut tout tuer, le berger, les chasseurs, ils veulent tout tuer, ils veulent... Non, non, c'est pas ça, les bergers veulent faire manger de l'agneau qui est produit à l'herbe, chose extraordinaire, de l'agneau qui est produit à l'herbe aux consommateurs. Voilà, voilà, pas au loup, ça je suis désolé. Il faut qu'on arrive à leur faire comprendre que c'est pas mort au loup, c'est absolument pas mort au loup. C'est vive l'élevage pastoral, quoi. Nous, on leur dit, si vous voulez encore des loups, il faut tuer des loups. Ça, c'est un discours qui est dur à entendre, hein. On nous dit, pour tuer des loups, vous n'avez qu'à passer votre permis et puis vous allez tuer des loups. Bon, c'est vrai que si on a une opportunité de le faire, pourquoi pas, mais on n'a pas choisi ces métiers-là pour faire ça, quoi. Moi, j'ai pas choisi d'être éleveur et berger depuis 35 ans pour aller tuer des loups. C'est pas ça qui m'anime, quoi. Il y a un vrai besoin de reformer des gens pour réapprendre à chasser des loups dans des conditions respectables, aussi respectables de l'espèce, parce que ça, il faut que ça soit bien clair. À la Confédération paysanne, on n'a jamais demandé l'extermination des loups. Bon, je vois pas qu'est-ce qu'on peut faire de plus, à moins de fermer les brebis dedans et donner du foin toute l'année, quoi. Mais voilà, non, moi j'ai pas envie d'entrer, de faire du hors-sol, sinon moi j'arrête de bosser, quoi. Je fais autre chose, hein. Moi c'est pas le métier que j'ai envie de faire, hein. Donc ça veut dire encourager encore l'élevage industriel. Parce que si nos animaux sont enfermés, il n'y a pas de souci avec les loups. On peut laisser les loups en liberté si on enferme les animaux. Par contre, ça pose plein d'autres problèmes alimentaires déjà, de production, qu'est-ce qu'on veut, de sanitaire, comment on doit soigner des animaux qui sont concentrés. C'est absolument plus le même mode d'élevage. C'est plus, alors là, on est carrément très très loin de l'agriculture biologique. C'est plus la même alimentation. C'est plus le même entretien de l'espace. Ce qui nous fait le plus pleurer, tu vois, enfin pleurer entre guillemets, c'est parce que nos clients, on fait tout en vente directe nous, hein. Et nos clients, c'est beaucoup des gens des AMAP. Et là, on a du mal parce que le discours, il passe pas, quoi. Ils ne comprennent pas, hein. Et là, il y a des fois, on a envie de leur dire, mais réveillez-vous, quoi. Parce qu'ils sont sur la recherche donc de bouffe locale et tout ça. Bon, on n'est pas en bio, mais bon, ça va, quoi. Ils sont contents. Et on leur dit, mais regardez ce qui se passe, regardez un petit peu. Comprenez, si on continue comme ça, vous n'en aurez plus des éleveurs autour de chez vous. Ce qui me gêne le plus, c'est que là, on est en train de tuer une culture. Parce que c'est une culture, culture, c'est un grand mot, hein. C'est un grand mot, mais c'est un mode de vie, un savoir-faire qui va se perdre.
c'est quoi l'avenir, quoi? Comment on peut se projeter dans l'avenir avec des situations de prédation? On est face à un animal qu'on ne voit pas, qui s'adapte à tous les moyens de protection et qui augmente en densité, quoi. Nous, on voit bien qu'il y a de plus en plus de... Enfin, par rapport au nombre de victimes et d'attaques et tout ça, on voit bien qu'il y a de plus en plus de loups. Donc on est dans une situation, c'est un peu nos futurs, quoi. Pour les éleveurs et les bergers, c'est un peu nos futurs, quoi. Est-ce qu'on décide de dire, il y a des territoires où on élimine le pastoralisme au profit d'une nature soi-disant sauvage, je sais pas, de grands parcs animaliers pour les gens en mal de nature, je sais pas. Qu'est-ce qu'on veut? Et puis la question de l'alimentation, qu'est-ce qu'on veut comme alimentation, est-ce qu'on préfère avoir des agneaux élevés en hors-sol, sans lien avec le sol, sans lien avec la ressource fourragère qui est là, présente autour de nous. Je sais pas, c'est des questions, moi je me dis, franchement c'est politique, le débat il est politique, quoi. Bien au-delà des questions et des passions et des émotions des uns et des autres, c'est qu'est-ce qu'on veut pour nos territoires et pour notre alimentation. Comment t'appelles-tu? C'est tout bon, ça tourne. Ok. Moi aussi. Si. Bravo. Non, il faut me le refaire. Ah. Ça passe? Allez. Ça, je pense que je le mettrai pas, mais même si je suis assez d'accord avec toi des fois, hein, mais. C'est pas pour le bêtisier. C'est un film très fort hein, qui remet quand même au cœur du sujet ce qui avait été évoqué, peut-être certains d'entre vous en ont entendu parler, du procès du loup, enfin, le vrai faux procès du loup, qui avait eu lieu en 2015 et qui posait parmi les attendus du tribunal, un vrai faux tribunal, la nécessité que l'État reprenne la main sur le sujet. Et c'est un peu parmi je sais pas si c'est les préconisations ou les revendications de la Confédération paysanne, on voit bien que cet appel du pied fait à l'État et à la puissance publique en général est présent et sera peut-être pas la solution absolue, mais en tout cas une grande part de la solution. J'invite nos différents intervenants à nous rejoindre à table. Paola, Félix, Chabi et Olivier. Et le premier à intervenir, donc ça va être Olivier, un petit peu dans la continuité de ce film. Librement nous dire, dans la continuité de ce qui a été dit, est-ce que pastoralisme et loup peuvent cohabiter ou pas, faire un point aussi sur les derniers éléments d'actualité dont tu nous as fait rapidement un petit évoquer tout à l'heure. Voilà, bon, tu as entre 10 minutes, un quart d'heure, voilà, on va être assez souple sur le timing. L'idée étant quand même qu'on puisse vous laisser un temps suffisant pour poser les questions ou éventuellement même compléter les propos qui seront tenus ici. Merci, bonjour. Je vais peut-être donner
quelques petites explications sur le choix, le ton de ce film. À la Confédération paysanne, on est souvent étiqueté avec une sensibilité environnementaliste. Et vous imaginez bien que la question des loups nous met souvent dans une position pas très facile à tenir, puisque on est un syndicat de défense des paysans, des éleveurs. Et donc sur ce sujet du loup, on a décidé de construire un film qui ne soit pas inscrit dans de la colère, mais qui soit inscrit, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le ton de tous les intervenants est plutôt un ton assez posé. On essaye d'ouvrir le débat. Et donc on a vraiment pris ce parti pris d'être de dire voilà, nous on pose ce qu'on ressent en tant que paysan, en tant qu'éleveur, éleveuse, dans les situations de prédation. On reste ouvert à la discussion, puisqu'on a tous, moi j'ai eu une formation agricole, mais j'ai aussi été beaucoup dans les milieux naturalistes. Du coup, mes copains me parlent plus beaucoup, pour certains. Voilà, donc c'était vraiment un parti pris décidé, hein, c'est-à-dire de poser en débat et de dire on discute avec tout le monde de cette question-là. Ce qui nous a permis, par exemple, de discuter avec France Nature Environnement. On n'arrive pas à porter des positions communes. On a des contacts qui avancent pas mal avec la LPO, la Ligue de protection des oiseaux. Donc voilà, on a vraiment envie de continuer sur ce ton-là et sur cette démarche-là de dire c'est des sujets qu'il faut qu'on mette en débat dans la société. Fanny, dans le film, dit voilà, c'est des vrais sujets politiques, en fait, hein, de choix d'orientation, de modèle agricole. Et nous, on lie vraiment la présence des loups et des choix qui sont faits par rapport à ça, à un modèle agricole qui, pour nous, met en péril le système d'élevage pastoral. Donc, bon voilà, moi je suis éleveur ovin et berger, éleveur berger, donc pratiquant la transhumance aussi bien l'hiver que l'été. Confronté toujours aux attaques, hein, de façon irrégulière, mais cet été j'ai été vraiment confronté tout le mois d'août à des attaques hebdomadaires. Voilà, donc on est dans le vif du sujet. Dans le film et dans la présentation qui a été faite, notre région PACA, c'est une région qui est concernée par le retour. Alors il y a eu une petite erreur de dite, hein, d'une réintroduction du loup. Bon, je crois que ça ne changera pas grand-chose de toute façon maintenant de vouloir revenir là-dessus. On peut penser que le retour a pu être naturel en 92. La difficulté, c'est qu'on s'est retrouvé face à un État qui a caché ce retour, puisqu'on sait que Joël en parle dans le film. En 87, il y avait déjà des attaques, il y avait des passages, des rentrées depuis l'Italie. Et le parc, on sait maintenant que le parc du Mercantour était bien au courant, quoi, hein. Donc ça a vraiment envenimé les choses, mais ça a permis à l'État français de prendre des statuts juridiques, de renforcer le statut juridique de protection, qui est très particulier en France, puisqu'on a un statut qui est strictement protégé. C'est-à-dire que, bon, on parle de l'Espagne dans le film un petit peu, mais on aura plus d'éclaircissements. Beaucoup de pays européens se sont réservés une marge de manœuvre, en fait. Alors que la France a pris le système de protection juridique le plus élevé. Donc ça nous pose des problèmes actuellement dans la gestion de la population. Donc voilà, il y a tout ce contexte-là dans les Alpes-Maritimes qui a fait que les éleveurs il y a eu une perte de confiance complète, parce que ce qu'ils pouvaient raconter eux, ça n'avait aucun crédit, quoi, hein. Ça n'avait aucun crédit, et les naturalistes expliquaient que ça devait se passer comme ça. Donc se sont mis en place les moyens de protection, avec beaucoup de difficultés au départ, parce que c'était des contraintes supplémentaires. Et même s'il y a des aides financières en face, de se retrouver dans des systèmes très contraints. La mise en place des chiens de protection, c'est quelque chose qui est pas simple, hein, dans des lieux de fréquentation touristique, mais aussi dans la gestion quotidienne de l'élevage. Donc tous ces moyens de protection, les gens les ont adoptés, hein, et maintenant, au bout de 25 ans, le constat qui est fait, c'est que ces moyens de protection, ils montrent complètement leurs limites, et surtout l'État a adopté une stratégie qui a été de dire
On a un modèle de protection, on met il y a 3 choses, les chiens, les parcs de nuit électrifiés et le gardiennage renforcé, alors selon la taille des troupeaux, 2 bergers financés en partie. Et on voit que ces modèles-là, ils ont fonctionné à certains endroits, mais ça ne fonctionne pas partout. Moi, cette année, en alpage, on était 2 en permanence avec un troupeau de 800 bêtes, et on avait 3 chiens, et on a eu des attaques toutes les semaines, et je n'ai pas trouvé la solution, quoi. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans des situations où on réfléchit. Moi, j'ai posé des filets sur tout le haut de la montagne, j'ai posé 42 filets, pour ceux qui connaissent un peu les filets électrifiés, on peut voir ce que ça représente comme boulot. Ça ne marchait pas, quoi, hein. Donc on est vraiment dans des impasses, quoi. Et nous, c'est ce qu'on a aussi voulu dire dans ce film, et ce qu'on essaye de dire dans tous les débats auxquels on participe, c'est que on ne trouve pas de solution, quoi. Et c'est pour ça que la position de la Confédération paysanne actuellement, c'est de dire, dans la situation actuelle, la cohabitation pour nous n'est pas possible. Elle n'est pas possible parce qu'elle met les gens dans des situations de détresse morale et psychologique qui est énorme, quoi. On voit Joël dans le film qui subit des attaques, on voit qu'il est épuisé, quoi, qu'il est au bout du rouleau. Et des situations comme ça, on en connaît énormément. Alors, on voit aussi se développer de plus en plus les phénomènes d'attaque de jour. Hein, dans les Alpes-Maritimes, dans la région PACA, on a quasiment 70% des attaques qui se passent de jour. Donc de nuit, on a réglé le problème avec les parcs de regroupement. Ça a créé d'autres problèmes liés au surpâturage et puis aux problèmes sanitaires avec les animaux. Mais les attaques se passent de jour avec des troupeaux gardés et des loups qui ont des comportements de suivi et même presque d'imprégnation auprès des troupeaux. C'est-à-dire qu'on voit, il y a eu des observations, hein, qui ont été faites de loups couchés au milieu des brebis et qui lèchent les agnelles comme le font des chiens, les chiens de protection. On mesure l'imprégnation du chien de protection dans un troupeau à partir du moment où il lèche les brebis et les agnelles. Et nous, on a observé, moi j'ai fait une observation comme ça d'un loup couché au milieu des brebis, tranquille. Donc ce loup, il a suivi le troupeau tout au long de l'été, et à l'automne, il nous manquait 100 bêtes qu'on n'avait absolument pas retrouvées. On n'avait pas retrouvé de cadavres, puisqu'on a aussi les vautours, hein, qui font leur boulot après les attaques. Donc on est dans des situations comme ça. Donc et ça, c'est quotidien. Il y a des troupeaux qui, quotidiennement, se font prélever. Donc c'est un truc qui est complètement invivable, quoi. On fait souvent le parallèle, nous, pour les citadins, leur dire, imaginez que tous les matins, votre voiture ou votre ordinateur, quand vous allez rentrer au bureau, il est piraté, quoi. Nous, on vit ça, en fait, au quotidien, ces situations-là. Nous, ce dont on s'aperçoit aussi, on a essayé d'insister un peu là-dessus dans le film, c'est de dire qu'il y a beaucoup d'idées reçues qui sont colportées. Alors les idées reçues, on en a évoqué quelques-unes, mais il y a aussi cette idée de le loup, c'est un animal très social, très territorial, c'est une espèce de modèle, d'équilibre naturel et tout ça. Si on prélève un loup dominant, on va déstructurer la meute. Bon, on sait que ça a été fait et que ça n'a pas du tout déstructuré la meute. On dit une meute de loups, il n'y a jamais 2 meutes de loups sur un même territoire. On sait maintenant, sur Canjuers, dans le Var, un camp militaire, qu'il y a 2 meutes de loups qui sont installées sur le même territoire. Donc en fait, nous, ce qu'on observe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui parlent sur la question du loup, via Internet, mais en fait qui s'inspirent uniquement de ce qu'ils ont pu lire dans des revues naturalistes, ou même des études, des monographies naturalistes, hein, scientifiques, mais qui ne sont pas de l'observation faite sur nos territoires. Et donc on dit il y a un vrai besoin aussi, et là c'est là qu'on sollicite aussi l'État pour dire il y a un vrai besoin de travailler et d'observer le comportement de ces loups-là. On a beaucoup insisté aussi, nous on a décidé d'arrêter de dire le loup, hein, de parler du loup avec un majuscule et au singulier, parce qu'on considère que maintenant on a 400 loups en France, qu'à partir de 400 on peut utiliser le pluriel et le descendre de son piédestal. Ça pour nous c'était quelque chose d'assez important. Alors après, voilà, nous, en tant que syndicalistes, on participe à toutes les réunions dans les ministères pour essayer de faire avancer les positions qu'on défend.
on est vraiment... ce dossier, il est géré en France, je pense qu'il y a pas mal de gens qui le savent, mais par les deux ministères, hein, agriculture et ministère de la transition écologique, enfin environnement. La gestion de ce dossier, elle est assez catastrophique, quoi, hein. C'est-à-dire qu'on nous propose, dans le cadre de la réglementation juridique, directive Habitat et Convention de Berne, des prélèvements de loups. Donc comme la population est estimée à peu près 400 loups, on a des autorisations de tir pour 40 loups. Alors actuellement, là, au jour d'aujourd'hui, on est à 35 loups qui ont été prélevés déjà pour l'année. Et en fait, nous, ce qu'on observe, c'est qu'il n'y a aucune diminution des attaques et du nombre de victimes. Et ce qu'on réclame du coup, c'est de cibler, qu'il y ait un ciblage de ces tirs sur des loups qui sont à proximité des troupeaux. C'est des choses qui existent aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont des grosses populations de loups, dans certains secteurs 2500 loups, dans d'autres 1500 loups. Et ils ont mis en place ces tirs de défense renforcés. Ça veut dire que dès qu'il y a des loups qui s'approchent des troupeaux, ils sont tirés. Et donc il y a une espèce je ne sais pas si on peut parler de prise de conscience, c'est un peu compliqué de parler comme ça, mais en tout cas le loup sait que quand il s'approche d'un troupeau, c'est pas bon pour lui, quoi. Alors que là, ce qu'on observe, moi je l'ai vraiment observé cet été, c'est que malgré les moyens qu'on met en place, le loup revient tout le temps. Il revient. Donc ça, on a une vraie demande par rapport à ça, de dire il ne faut pas un tableau de chasse sur les tirs de prélèvement, parce que ça ne sert à rien. Tuer des loups au hasard des rencontres, comme c'est fait là, par exemple par les chasseurs lors de battues, et on tue des loups, mais ça se trouve ces loups-là n'ont eu comme proie que des chevreuils ou que de la faune sauvage. Donc nous, on demande vraiment un ciblage de ces loups, et on avait obtenu à l'époque de Ségolène Royal la mise en place d'une brigade d'appui. Donc ça, c'était des jeunes qui dépendaient des personnes qui dépendaient de l'ONCSF, de l'Office de la chasse, et qui étaient formés par l'Office de la chasse, qui étaient chasseurs, et qui étaient appelés sur les zones où il y avait de la prédation à répétition sur les troupeaux, pour prélever des individus. Donc ça a assez bien fonctionné, mais bon, sur les 40 loups, les 36 loups qui a été autorisés l'année dernière, on était à une douzaine de loups prélevés dans ce cadre-là. Donc nous, ce qu'on souhaite et ce qu'on demande, alors ça a été suivi en partie avec l'annonce qui a été faite hier sur le plan loup 2018-2023, c'est le renforcement de ces brigades pour avoir des gens qui soient vraiment sur le terrain et qui aient une compétence pour prélever des loups qui sont les loups les meutes qui se spécialisent. Donc ça, bon, c'est en train d'avancer un peu. L'autre revendication qu'on porte, c'est une revendication d'anticipation sur le front de colonisation. C'est-à-dire qu'en fait, l'État français n'a jamais imaginé qu'il souhaitait, dans le cadre de la protection, que les loups se développent. Mais forcément, si les loups se développent, ils augmentent leur territoire. Donc on sait qu'il y a des loups dans les Vosges. Nous, on a des collègues dans les Vosges qui sont confrontés aux attaques et qui se retrouvent dans des situations hyper compliquées. Le Jura, on sait qu'en Saône-et-Loire, il y a eu des attaques. Tout le centre de la France, c'est une zone qui est tout à fait... c'est un habitat idéal pour le loup, hein, des zones de forêt, forêt, bocage, culture, et pas très habitées. C'est parfait pour le loup, quoi. Donc nous, on a demandé, et on demande ça depuis 5 ans, et enfin ça a été accepté, c'est qu'il y ait la mise en place de moyens de protection sur le front de colonisation. C'est-à-dire qu'on puisse anticiper un minimum la mise en place de certains moyens, surtout la mise en place des chiens. Parce que ça reste, pour nous, même si c'est contraignant, ça reste pour nous le système le plus efficace, quoi. Donc ça, c'est des choses qui ont été reprises dans le futur plan loup. Mais ce qu'on observe, c'est que la logique, clairement, les ministères ont annoncé, objectif, 500 loups. Donc on est toujours dans une logique de dire, on protège l'espèce et on laisse le loup augmenter en population. Les associations ont communiqué beaucoup avant l'annonce des chiffres officiels en début d'année, pour dire les tirs c'est une catastrophe, la population on est en train de fragiliser la population. Et finalement l'ONCSF a communiqué les chiffres. En 2016, on a eu une augmentation de 22% de la population. C'est la plus grosse augmentation de population.
Donc il n'y a pas une corrélation entre les prélèvements et la mise en péril de l'espèce, quoi. Donc en fait, c'est ça qui est très compliqué sur ce sujet-là aussi, c'est qu'on entend tout le monde. Moi hier, je me suis retrouvé à table avec quelques personnes là, du Pays Basque et souvent on entend les mêmes choses, quoi, qui sont redites. Alors c'est via Internet ou des choses qu'on peut lire. Et moi, j'ai souvenir dans mon expérience naturaliste, c'est que les naturalistes que je fréquentais, ils affirmaient jamais rien, quoi. C'est-à-dire qu'ils étaient dans l'observation. On est dans l'observation d'un phénomène, on voit un animal arriver, il se comporte comme ça, donc on note ce qu'il fait. On n'est pas en train de dire ça se passe toujours comme ça. Et là, actuellement, on a une vision par rapport à cet animal qui représente, qui est tellement chargé de symboles et dans ce monde-là que ça filtre tous les fantasmes, quoi. Ça prend tous les fantasmes. Voilà. Bon, de toute façon, je répondrai après à des questions. Merci. Merci Olivier. On va passer à Chabi. Donc Chabi qui est berger, qui a connu et les loups et les ours. Donc tu vas nous faire un témoignage. Je ne sais pas s'il fonctionne, sinon on va te passer celui-là. Ouais. Donc voilà, moi je suis berger éleveur et le film raconte bien. On n'entend pas. Là. Oui, donc je disais, je suis berger éleveur et donc actuellement je suis installé dans les Pyrénées-Orientales, donc une zone où il y a du loup. Et avant, toujours pas. Colle-le à ton menton. Ok. D'accord. Donc voilà. Lourama m'avait invité à partager un peu mon expérience. Voilà, c'est pas mon exercice favori. Je suis plus à l'aise à courir la montagne, mais bon, voilà, je vais tenter d'être à peu près clair. Donc voilà, actuellement je suis dans les Pyrénées-Orientales, berger éleveur. Et avant ça, j'ai été éleveur berger au Pays Basque, en transhumant dans les Hautes-Pyrénées, sur une zone où il y avait occasionnellement de l'ours. On a été confronté à des attaques d'ours. Par la suite, j'ai transmis la ferme familiale à mon frère, ici présent. Et voilà, j'ai été faire le berger dans les Alpes, en Provence, en tant que salarié. Donc j'ai travaillé sur des estives, sur des alpages plus exactement, où il y avait le loup, sur d'autres alpages où il n'y a pas le loup. Et du coup, j'ai pu mesurer fortement la différence de travail, d'une part, et puis la différence de l'état d'esprit face à son travail, quoi. La jeune femme présentait très bien l'état d'esprit avec lequel on travaille la nuit. La moindre cloche qui sonne, on se réveille, on se lève. Sur une estive où il n'y a pas de loup, on dort. Donc voilà, c'est totalement différent. Et donc depuis 4 ans, j'ai repris un troupeau, je suis installé dans les Pyrénées-Orientales. C'est une zone de présence du loup. Ça fait 20 ans qu'il y a le loup dans ce secteur. Et chose qu'on n'explique pas trop, ça fait 20 ans qu'il y a le loup, un peu plus tard que dans les Alpes, et on est toujours avec quelques individus isolés. Donc il y a eu quelques années, il y a eu quelques attaques les premières années du retour du loup dans les Pyrénées-Orientales. Et depuis, ça se passe bien. Il y a quelques attaques occasionnelles, c'est surtout de la prédation sur la faune sauvage. Et donc voilà, je dis ça juste pour expliquer que quelques loups sur une montagne, on peut travailler. Beaucoup de loups, comme dans les Alpes, il y a des secteurs où c'est l'enfer, quoi. Voilà. Et après, je disais que j'avais travaillé avec les ours, en zone à ours plutôt. Quand on a connu les deux, l'ours, c'est une peluche, quoi. À côté et dans les Asturies, pour y avoir... moi aussi, en tant que naturaliste, j'ai été plusieurs fois dans les Asturies. Et ils ont les deux, ils ont l'ours et ils ont le loup. L'ours, c'est une peluche là-bas, et le loup, c'est le diable, quoi. Donc quand on discute un peu avec les éleveurs, quoi. Donc voilà, j'ai un petit résumé de ce que j'ai, de mon expérience, quoi. Après, je suis prêt à répondre
aux questions. Autour... Donc autour du Canigou, l'exploitation sur les flancs du Canigou et on transhume en limite avec l'Andorre. Donc voilà. On est sur des secteurs où le loup est présent, mais de façon isolée, quoi. C'est des individus isolés. Voilà. Milesker. On va passer à Félix. Alors Félix est berger en Alaba. Alors il y a ni loup ni ours, Arsalikes ou Cholikes, Olida. Et l'idée c'est que vous puissiez nous faire part de votre témoignage, éventuellement de vos craintes en tant que berger sur l'hypothétique arrivée d'un prédateur pour vos troupeaux. J'explique, il y a le temps le petit décalage lié aux traductions. Euskaraz egiteko asmoa neukan, euskaraz egingo dut, bi itzulpen atozkazue. Vale. Bueno, egunon, Felix Ajuria da nire izena, Artzaia. Lehendabizi eskerrak eman nahi dizkiote Lurramari gonbidapenagaitik. Posa handia hartu nuen, urtero etortzen naiz Lurramara bizitari moduan eta urteen parte hartzen. Egia esan, atzo ordu honetan Espainiar estatuko hegoaldean nengoen, Huelvan nengoen, bidai luze hona etortzeko goizeko ordu batetan iritzi naiz etzera, beste 2 ordu hona, baina hala ere ez dago beste lekurik posago etorriko nintzatekenik. Orduan, eskerrak gonbidapenagaitik. Betidanik izan naiz Artzaia, Artzai familiatik nator, Artzaiak eta gaztagileak. Entzun ditudan, ikusi dudan bideoan eta entzun dudan Olivierren hitzetan, hainbeste gauza entzun ditut berdinak direnak, ez? Artzaia izan arren, formazioz biologoa naiz, hau da inguruagirarekiko sentsibilitate handiko pertsona konsideratzen naiz. Otsoaren gaia horregaitik oso gogorra egiten zait, otsoaren gaiari buruz, gaur egun pentsatzen dudana pentsatzea, baina horrela da. Bi anaia gara, 450 ardi inguruko hartalde bat daukagu, eta Idiazabal Sormarkako gazta egiten dut. Eta une honetan, Idiazabal Sormarkako lehendakari ordea naiz, baina duela urte batzuk... Félix, barkatu, 1 minuta. Pour les traductions, apparemment, il y a un pétio, là. En fait, on a le son en castillan, mais on n'a pas le son en français. C'est le canal 2 en français. Barcato, Félix. C'est bon, Marchanda. C'est bon pour tout le monde? Bueno, fite berriz hasten zira? Bagaude, berriz hatziko nahi sortuan. Bai, milesker. Bueno, ea, berdin esan aldudan, orain. Bueno, eskerronak eta utziko ditut. Bueno, Artzaia naiz, Artzai familiakoa, betidanik izan gara Artzaiak, ezagutu dugun gure aurreko gizaldi guztietan.
Gure kokapena dago ez dakit Anboto mendia ezagutzen duzuen, Anboto mendiaren magalean, Bizkaia eta Arabarteko mugan, bi anaia gara hartzaiak, eta 450 ardi inguruko artealdea dugu, eta Idiazabal gazta egiten dugu. Ni orain Idiazabal sormarkako lehendakari ordea naiz, baina lehen izandakoa naiz hainbat urtez, N sindikatuko arduraduna arlo desberdinetan. Gure mendian ez daukagu otzorik, baina gure menditik lerro zuzenean berehala ikusten dut Gorbeia mendia, eta Gorbeia mendian bai egon da otzoa, eta handik haratago ere. Arabak Burgosekin muga egiten duen tokian, hor badago otzoaren presentzia, batzutan gehiago, beste batzutan gutxiago. Eta bueno, nik otzorik euki ezarren, sindikatu mailan asko tokatu zait lan egitea otzoaren gaiarekin, politikoekin, administrazioekin, hainbat lantaldetan parte hartu dut ere, bai Alpeetako hartzaiekin, bai beste hartzai batzurekin, irtenbide teknologikoak bilatzen, gauza asko hori buruz lan egin dut urte askotan otzoaren inguruan. Dokumentale ikusi dudanean, hartzaiak ikusi ditut, gizonezkoak, emakumezkoak, hartzai bakoitzari, Arabako hartzai baten izena ere jarriko nioke. Esan dutena erabat berdina da. Hartzai bat badago azarreago, desesperatuago, beste batek mantendu nahi du diskurtsoa, baina hala ere ikusten du zer den egunero otzoaren presentzia izatea. Eta, baina, bueno, konklusioak denak dira berdin-berdinak. Eta baita ere, dokumentalean aipatu dena, Konfederazion Paisaneko planteamentuak ere, gureak berdin-berdinak dira. Araban, mugan gaude. Badakigu, ez dakigu otzoa egongo den, baina badakigu otzoa etorri egingo dela. Iberiar penintsulako otzoa, ez dauzkat azkenengo urteetako datuak, baina hitz egiten ari gara 2500 animaliek osatzen duten poblazio bat. Poblazioa handia, beraz presioa handia egongo da, eta poblazioa hazten ari da. Beraz badakigu otzoa etorriko zaigula. Hor jarri behar dugu muga. Badakigu otzoak hortik aurrera egiten badu, Hego Euskal Herriko hartzantza, mendi hartzantza desagertu egingo dela. Eta Hego Euskal Herrikoa desagertzen denean, noski iparraldera otzoari bidea irekiko diogu. Eta badakigu Iratiko mendietan zer gertatuko den. Baina ez da hori bakarrik. Ardiak mendietatik desagertzen badira, otzoak herrian hilko du. Ardiak gauez mendian ez badaude, otzoak egunez hilko du. Eta ardiak ez badaude, otzoak ahuntzak hilgo ditu. Eta ardiak eta ahuntzak ez badaude, otzoak behiak hilgo ditu. Hori horrela ikusi dugu, eta uste dut Asturiasen ere horrela ikusiko dutela. Mugan gaude, badakigu etorreko zaigula. Beraz, dauzkagun neurri guztiak jarri behar ditugu martzan. Urteak daramatzagu mastinakin lan egiten, ezinbestekoak dira mastinak eta hartzaiok mastinetara ohitura hartzea. Baliabide teknologikoak oso garrantzitsuak dira. Nik gaur, hemendik, mugikorranen bitartez ikusi aldut nire hartaldea non dagoen mendian, Anboto mendian. Baliabide teknologikoak garrantzitsuak dira eta gehiago ere martzan jarri behar ditugu. Badakigulako mugan egongo garela. Eta badakigulako horretarako prest egon behar dugula. Baina, bueno, garbi dago gure ikuspegia. Gaur egungo hartzantza, mendi hartzantza eta otzoaren presentzia egonkorra ez dira posible. Gizarte honek erabaki egin behar du. Erabaki egin behar du hartzaiok, hartzantzak, mendi hartzantzak, bertako arrasekin eta bertako produktuak sormarkarekin eginda zer eskaintzen dion gizarteari eta inguru giroari, eta edo otzoak zer eskainiko liokeen. Batzutan jartzen da ikuspegi bat, otzoa egotea dela naturaren ero ekosistemen erabateko oreka.
bueno, nik formazioz biologo izan da, hori oso dudatan jartzen dut. Egia esan, artzantzak sortzen dituen ekosistemak, nik uste dut, asko saberatzagoak direla, otsoak sortuko lituzkenak baino. Espainiar estatuan, adibide asko jarri zaizkigu, baina zergaitik dago hainbeste edatzen otsoa. Herrietatik jentia desagertu egin delako. Gaztelan, migrazioa, lan eza, jentiak alde egin du, ganaderitzatik eta baserritik ezin izan da bizi eta alde egin du. Izugarrizko despoblamentua eman da. Eta horren ondorioz, jentea horrez egotearen ondorioz, otsoa edatzen hasi da. Otsoa animalia basatien atzetik doa, noski, orkatza, basurdea, hoien atzetik. Baina nik esango nuke, otsoaren benetako edapena dela ganaderitzaren desagerpena. Ganaderitza desagertzen den neurrian, otsoa edatu gingo da. Eta otsoaren edatze horrek, eramango du beste leku batzutatik ganaderitza desagertzea. Hemen hitz egin dugu Alpeetaz. Alpeak izugarriak dira. Euskal Herrian eta Araban kasu honetan, mendi eremu oso txikietaz hitz egiten ari gara. Guk defendatzen dugu, Iberiar otsoaren bizi iraupenerako Araban edo Bizkaian egon edo ez egon ez dela ezinbestekoa. Eta ez dagoela arazorik otsoaren poblazioarentzat eremu horietan otsorik ez badago. Otsoa mantenduko da. Eta pentsatzen dugu inguru horretan, oraindik ere artzantza garrantzitsua den inguru hauetan, hartzaion alde egin behar dugula. Beste gauza bat, oso garrantzitsua. Badakigu mugan gaudela, badakigu otsoa etorreko zaigula, badakigu baliabide teknikoa jarri behar ditugula horretarako prest egoteko, badakigu maztinak erabili behar ditugula, eta badakigu ere kalteak daudenean diru laguntzak egon behar direla, diru laguntza ahalik eta egokienak. Baina diru laguntza horiek ez dira irtenbidea. Partido politikoek ohitura handia daukate esateko ez diru laguntzak gehitu egingo dira. Kalteak dauden indemnizazioak gehitu egingo ditugu. Mezu oso erreza da. Oso ondo geratzen dena gizartean. Eusko Legebiltzarrean egon nintzen gai honetaz hitz egiten eta eskubiko alderdi politiko baten ordezkari batek esan zidan, dirua jarriko dugu Errumaniatik langileak ekartzeko eta zuei laguntzeko. Nik erantzun nion, Senegaldik ekarriko ditugu, merkeagoa tira. Nolabait, ridikulaizatzeko beraien diskurtso soziala. Hori da bidea. Gutxi ordainduta jentea ekarri, mendian egoteko hori ez da bidea. Guk gutxiago irabaztea edo ez dira bideak. Eta nik garbi daukat, eta honekin amaitzen dut, Gorbeiatik Anbotora ez dago ezer. Otsoa etortzen bada ni ez naiz hartzaile izango. Mille esker. On va terminer ce tour de table avec Paola, donc qui nous vient des Asturies et qui est députée et également bergère et qui va donc qui connaît à la fois là aussi la problématique des loups et des ours. Et donc ce qu'on souhaiterait, c'est que d'abord vous vous présentiez mieux que ce que je fais et que vous évoquiez avec nous ces deux sujets importants. Muchas gracias. Gracias por invitarme a exponer la problemática que tenemos en Asturias con la coexistencia de la ganadería en extensivo y de las especies salvajes. Nosotros no queremos llamarle cohabitación, sino coexistencia, porque quien cohabita en sintonía y la coexistencia realmente es cuando puede generar también problemas y realmente la situación siempre es un problema de convivencia entre las especies salvajes y la ganadería en extensivo. Me presentaban como pastora, yo fui pastora en una época, en los años 90,
y tuve ganado, tuve una ganadería de ovejas, estaban en una sierra, se llama la Sierra del Cuera, está en el oriente de Asturias, muy cerca ya de Cantabria, y es una zona que está declarada exenta de lobos, es decir, en el plan de gestión del lobo se trabaja para que allí no haya lobos. Mi ganadería desapareció bajo un ataque de lobos en su momento. Conozco y tengo ese sentimiento y admiro a los pastores que siguen teniendo ganado en aquella sierra y que siguen siendo atacados por el lobo. En Asturias hay un plan de gestión del lobo. En ese plan de gestión del lobo hay permisos para extraer 45 animales al año. Este plan de gestión no tiene ningún éxito, los daños siguen existiendo y, bueno, podríamos decir que Asturias lleva conviviendo coexistiendo la ganadería extensiva con el lobo y con el oso históricamente. Y bueno, os voy a pasar unos datos del número de explotaciones y cómo han variado para que veáis dónde se está haciendo más daño. En el 2010 había 5.395 personas que se dedicaban a la ganadería con ovejas, que eran pastores de ovejas o que tenían ovejas. Actualmente hay 3.692, es decir, se ha reducido más de un tercio de la actividad ganadera en ovino. Con respecto a la ganadería lechera, en el 2010 había 2.981 explotaciones de bovino, de vaca, y actualmente hay 1.900 explotaciones, 1999, pero al día de hoy hay 1.900 explotaciones. Sin embargo, el ganado de carne de vacuno mantiene unas cantidades relativamente similares durante todos estos años. Es decir, el lobo afecta principalmente a la oveja, aunque en Asturias no somos una comunidad autónoma que sea su actividad principal la ganadería ovina y caprina. Sí que es verdad que es necesaria para la elaboración de una serie de quesos que son nuestro sello de identidad, como pueda ser el queso Cabrales o el queso de Gamoneu, en la zona de los Picos de Europa. En la zona de los Picos de Europa es donde podríamos decir que se mantiene una gestión tradicional del lobo, y permanecen las ganaderías, pero con graves problemas. No han desaparecido. Cuando comentabas que si llegaba el lobo iba a desaparecer, yo tengo que dar algunos datos, como que la producción de queso de Cabrales ha aumentado en los 5 últimos años en el 53%. Se elaboran actualmente 500.000 kilos de queso de Cabrales, y el queso de Gamoneu ha aumentado en un 40% y se elaboran 132.000 kilos. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué está pasando para que aumente el queso de Cabrales y el queso de Gamoneu y, sin embargo, los daños sean constantes en las ganaderías ligadas a los Picos de Europa? Bueno, pues lo que ha ocurrido es que la gente ha empezado a estabular el ganado. Es decir, cada vez hay menos ganado en pastoreo, menos ganado trabajando en extensivo, paciendo en el monte. Esta situación, además, conlleva otro problema muy grave y que me imagino que habrán tenido noticias, y son los graves incendios forestales que acarrea el abandono de la actividad pastoril en las montañas. España, entre Galicia y Asturias, hemos sido gravemente damnificados por los incendios forestales, y sabemos que la mayor causa ha sido el abandono de la actividad tradicional en el monte. Una gestión del abandono que ha supuesto en muchas zonas
el plantar eucaliptus ante el abandono de la actividad ganadera. Las consecuencias unidas al cambio climático es lo que conlleva a que no haya actualmente un proyecto de territorio con un paisaje mosaico que evite la propagación de una manera exponencial de los incendios. En la zona de picos de Europa todavía tenemos una importante cabaña ganadera muy vinculada a estos dos quesos que acabo de mencionar, pero también quería recordar que en Asturias tenemos 42 variedades de quesos. Allí decimos, y perdón porque seguramente puede ser criticable este dato, que somos la mayor mancha quesera de Europa por unidad de territorio, es decir, 42 variedades de quesos para una zona, para un territorio muy pequeño, porque la mayoría se producen en la mitad de Asturias, en la zona oriental, que es donde tenemos el Parque Nacional de los Picos y donde están vinculada la producción de aproximadamente unos 22 quesos distintos, de los cuales solamente 2 hay en denominación de origen protegida. Cuando hablamos de los daños, efectivamente el compañero tenía razón, el oso en Asturias no es un problema. El oso en Asturias es la imagen de Asturias. Asturias vende un aspecto importante de su biodiversidad a través de la imagen del oso. Sin embargo, los osos han aumentado también mucho su población en los últimos años. Pero hay una cultura que fue ligada a la protección de los, bueno, a la protección que siempre hubo del oso, por supuesto, y es que las ayudas a la apicultura, que son los principales damnificados por los osos, están normalmente bien calculadas y pagadas. Los daños que ocasionan sobre la ganadería existen, pero no son excesivamente, son bastante puntuales en su acción. ¿Qué ocurre con los daños del lobo sobre la ganadería? Pues aproximadamente se gasta 1 millón de euros el Principado de Asturias en compensar los daños. Tengo que recordar que en Asturias el lobo tiene una categoría que está dentro de las especies dentro de la Directiva de Hábitat, está en el anexo 3, con lo cual puede tener una gestión y un control. Pero en Asturias no es una especie cinegética. No es una especie cinegética. ¿Qué significa eso? Pues significa que en las zonas en donde el oso es una especie cinegética, como puedan ser comunidades autónomas como Castilla y León y recientemente Cantabria, que lo había quitado y ahora lo he vuelto a poner, los responsables de pagar los daños que ocasiona el lobo pasan a ser los cazadores, las sociedades cazadoras. Y en Asturias la Federación de Caza no tiene interés en tener que pagar estos daños, con lo cual está asumido por el Principado el pago de los daños. ¿Qué ocurre con el pago de los daños? Pues que están muy mal calculados los baremos, es decir, se está pagando cantidades que no cubren realmente las pérdidas, pero tampoco se cubren las pérdidas de lo que llamamos el lucro cesante, es decir, todo aquello que pierdes cada vez que pierdes un animal. Nosotros exigimos que los daños que ocasiona mantener la biodiversidad en un territorio no tengan que caer sobre el sector ganadero y sobre todo sobre el sector de ganadería extensiva. Pensar que ahora mismo las identificaciones de los productos como la IGP ternera asturiana no identifica a las vacas que están en estabulación de las vacas que están en extensivo. Nosotros queremos que haya una diferenciación y que la sociedad, no solamente asturiana ni española, sino europea, corra con los gastos de mantener la biodiversidad. No puede recaer
en los pastores, en la gente que lo está haciendo bien, en la gente que está cuidando el territorio. No puede recaer este problema, porque si dejamos de tener a las personas que custodian el territorio, pasamos a tener un problema muchísimo más grave y que económicamente va a suponer unos costes mucho más altos para toda la sociedad europea, que van a ser la propagación de, bueno, pues ante el abandono, si se plantan eucaliptus, tenemos ahí un combustible, que no una materia forestal que es un alto combustible, que no tiene realmente precio y que está ayudando a propagar los incendios y a la desaparición de las culturas tradicionales en el territorio. Nosotros queremos que se mantengan esas culturas tradicionales y creemos que además el lobo ha pasado también a ser un fetiche de la política, de tal manera que solamente es lobo sí o lobo no. Creemos que entre el blanco y el negro hay una escala de grises. En esa escala de grises están la custodia del territorio, los prontos pagos, las medidas preventivas. Miren, en Asturias se han solicitado este año, en el 2017, 400.000 euros para ayudas preventivas, es decir, cierres, mastines, y solamente se había habilitado un crédito de 100.000 euros. Es decir, si un gobierno realmente quiere apostar por medidas preventivas, tiene que dotar de suficiente dinero para esas medidas, algo que no está ocurriendo. Se ha perdido el 60 y tantos % de las ayudas que se habían solicitado, han sido denegadas. Solamente un 20 y tantos % ha sido aprobado. Esto es una mala gestión política de la prevención. Si hablamos de prevención, no puede ser solamente terminologías, palabras sueltas, tienen que traducirse en hechos concretos, y en este caso no los hay. Luego también puedo poner el ejemplo de la sociedad civil preparándose para esta situación, ¿no? Como comentabas, hay que prepararse para poder desarrollar una actividad ganadera con los medios de prevención. Hay un grupo de ganaderos y ecologistas mezclados, podríamos decir, que se llama Proyecto Roble, en el que participan muchas personas de diferentes formaciones, pero sobre todo que hay un grupo importante de ganaderos en este grupo, y están haciendo experimentos de investigación y desarrollo para marcajes con radiotransmisores que puedan reactivar temas de sonido que puedan espantar a los lobos. Están experimentando también con cierres con varios perimetrajes para guardarlos por la noche. Puedo comentar que esta gente no ha tenido ningún ataque desde que el proyecto ha empezado. No ha tenido ninguno. Sí lo han tenido en el mismo territorio otros ganaderos que no tienen la aplicación de los métodos que ellos están utilizando. Ellos están intentando investigar tanto para prevenir fuegos como para prevenir daños del lobo, y a mí me parece muy interesante este tipo de trabajos en los que se juntan científicos, técnicos y ganaderos, pero desde la sociedad civil, intentando buscar soluciones a los problemas. Luego, por otra parte, la gestión que se está haciendo actualmente del lobo en Asturias, a mí particularmente, soy bióloga también, y he sido ganadera, entonces puedo analizar un poco los dos aspectos. La extracción de lobos en el plan de gestión del lobo, que permite 45 al año, no tiene absolutamente ningún tipo de criterio. Aquí se ha hablado de una serie de criterios, como aquellos lobos que se adaptan a las ganaderías, etc. Yo pregunté en el Parlamento al Gobierno de Asturias cuáles eran los criterios que se utilizaban para la extracción de lobos, y simplemente depende de la prensa. Donde más se protesta
es donde más se actúa, pero no hay ningún tipo de criterio científico. Actualmente han empezado a marcar lobos, han marcado 2 y el proyecto está en marcar 5 para intentar estudiar comportamientos. Es imprescindible saber de etología, saber el comportamiento de estos animales para poder utilizar medidas preventivas. Hay estudios científicos que dicen que desestabilizar una manada puede ocasionar problemas en el territorio de al lado. Entonces, la manera de extraer a los animales para nosotros tiene que tener unos criterios claramente científicos, pero basados en que tenemos que mantener a la ganadería en extensivo que tenemos en el territorio. ¿Cómo está la situación en Asturias? Muy crispada, muy crispada. El problema, si te pones a mirar los daños de lobo, han bajado. Este año había 3.000, tengo por aquí el dato. Bueno, no sé dónde lo tengo ahora, pero bueno, sí, en el 2016 han sido 3.494 denuncias de animales atacados. En el 2014 fue 4.645 denuncias. ¿Han bajado los daños? No han bajado. La gente está renunciando a seguir. Entonces estos datos quizá no sean tan reales como nos los plantean. Si realmente supone muchísima dificultad el gestionar el informe que tienen que hacer los técnicos cuando hay un daño, hay personas que yo conozco además que dicen, ¿para qué voy a hacerlo? Si conocéis a alguien, el aspecto que tiene Picos de Europa es un karst, y los karst tienen muchos, es muy abrupto, es muy abrupto, es muy difícil cerrar allí, por ejemplo, para retener el ganado por la noche. Es muy complicado, son muy complicados los manejos en prevención, y a ver, los hay, y los hay. Hay una zona en la que el parque hace cierres con control para ganado, para ovejas por la noche, pero hay muchas personas que desisten de hacer una denuncia por una razón, porque actualmente se exige los crotales de las orejas del ganado que ha sido dañado. A lo mejor en un ataque aparece un cadáver y desaparecen 7 y tienes que localizarlo en un terreno muy abrupto. Esa fue mi situación en concreto. Yo pude localizar 4 animales de 60 en el ataque que tuve, ¿no?, en su momento, y no denuncié y desistí de ser ganadera. Creo que para que esto pueda seguir funcionando hay que valorar totalmente el trabajo de nuestros pastores y de nuestras pastoras. Son las personas que custodian el territorio, son las que hacen que se mantenga el paisaje que tenemos. Sus productos tienen que tener un valor diferencial, algo que no está ocurriendo. En Asturias no hay ni un solo producto proveniente de zona donde hay lobos que tengan un distintivo por ser custodiadores de la diversidad. Y bueno, me ponen ya que ya tengo un minuto y casi prefiero contestar después a las preguntas que me queráis hacer. Gracias. Gracias. C'est parfait. On va avoir quelques micros, ou au moins un micro qui va se balader dans la salle. On va pouvoir prendre quelques questions. Essayez d'être concis dans vos questions. Et puis indiquer également, éventuellement, si elle s'adresse à une personne en particulier, n'hésitez pas à l'indiquer. Bonjour, moi je suis éleveur pastoral entre Aix-en-Provence et Avignon. Et je voulais juste amener une petite précision sur le film. Je suis très ami, comme nous tous, avec Bruno Salles, le berger qu'on voyait habillé en jaune avec peu de cheveux. Il n'est pas là pour m'entendre, donc je peux le dire. Et en fait, je veux juste préciser, on a parlé depuis le début de loups dans les montagnes, dans des endroits très reculés. Bruno, il est à 10 km d'Aix-en-Provence, et à Aix-en-Provence, il y a 142 000 habitants.
Donc non seulement il n'a pas besoin d'être... il faut savoir qu'en Provence, il n'y a pas un seul endroit où on est véritablement à l'abri. Voilà, il n'y a pas que les hautes montagnes. Parce que quelquefois on entend ou on lit qu'il suffit de descendre, d'aller dans les plaines ou d'aller dans des endroits pas sur les cimes pour être protégé. C'est pas vrai, il n'y a pas un seul endroit où on peut se protéger véritablement. Voilà où on en est. Oui, Luc Falco, moi je suis également éleveur de chèvres en race locale, dans des systèmes très extensifs, pastoral. Je vais revenir sur 3 points. Le premier point, c'est l'indemnisation. On a parlé de l'indemnisation du coût de la bête. On a parlé également du côté affectif des pertes que ça peut représenter au niveau des éleveurs. Mais il faudrait rajouter également une notion dont on n'a pas parlé, c'est l'aspect génétique. On a sur nos troupeaux des années de sélection